Salut tout le monde. Aujourd'hui je pensais que je vous montrerai une petite partie de mon quotidien, ou plutôt de mes habitudes hebdomadaires quand je suis à un spot. J'ai trouvé un très bon spot ici, je suis dans les hauteurs, au-dessus du lac Okanagan. Et on est en train de faire du bushwhacking dans la forêt. Souvent j'essaie de trouver un point d'eau pour avoir de l'eau pour se doucher, pour utiliser au cas où j'en ai besoin. Mais ici malheureusement j'ai pas vraiment accès à un ruisseau ou à une rivière. Cela dit, il y a des chutes qui sont vraiment pas loin d'ici. Et donc je pensais que j'irais remplir mes bidons. C'est à peu près 10 km je pense de marche. C'est juste que pour y aller c'est que de la descente parce que c'est une chute. Mais pour monter avec tout le poids sur le dos ça va être une remontée. Donc je pensais que je vous amènerais dans cette petite randonnée. Donc venez avec moi. En ce moment, il y a pas mal d'incendies, de feux de forêt en Colombie-Britannique. Un peu moins que dans les dernières années, mais c'est la saison qui commence. Le mois d'août, en général, c'est assez intense. Le ciel, il devient très très gris. Mais là, pour l'instant, le ciel, il est pas mal bleu. En général, c'est là-bas que les feux de forêt sont. Le ciel est assez bleu, donc ça veut dire que c'est pas si mauvais. Parfois, les incendies ils vont être faits par les hommes, mais aussi souvent, ils arrivent simplement à cause d'un orage ou naturellement, donc c'est pas nécessairement quelque chose qui est nouveau, mais c'est sûr que ça a un impact sur les forêts. Ici, on est sur les terres publiques, il y a quand même beaucoup d'aménagement du territoire qui est fait, avec beaucoup d'éclaircissement des forêts, dans ces magnifiques pinèdes de pin ponderosa. Comme ça évite d'avoir des incendies. Ici, il y a 2-3 ans, il y a eu un super gros incendie qui descendait vers la vallée. Ça a été très... Apparemment, les gens ont pas mal eu peur. Et cette année, on croise les doigts. Parce que j'aimerais pas me trouver au milieu d'un incendie non plus. D'ailleurs, parlant de feu, de camp, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée, qui m'a pas mal touché. Et donc, je vais vous en partager les détails dans cette vidéo. Comment ne pas tomber en amour avec ces pins ponderosa? Ils sont tellement magnifiques. On est arrivé. Semmo e che la
C'est tellement beau, c'est dégradé de gris, brun, blanc, noir. C'est comme une œuvre d'art. Puis imaginez ça depuis des millénaires, des millions d'années qui tombent. Et dans le fond, ben, c'est ça qui forme la roche. L'eau, elle est tellement claire, c'est magnifique. Bon ben, maintenant il faut juste apprécier. Je pensais que ça prendrait plus de temps de trouver la petite source, mais finalement ça a pris genre 20 minutes. Donc on va juste se relaxer maintenant. Le travail de la journée est fait. Ici on est dans un endroit où il y a beaucoup d'ours noirs, mais j'en ai pas vu un seul encore. Donc je sais pas où ils sont, peut-être il fait trop chaud, c'est la canicule. Hein. C'est exactement l'endroit où il faut être quand il fait 35 degrés dehors. Ouf, ça monte. Je fais plus de rando, je fais que du vélo en ce moment. Et c'est peut-être pour ça que j'ai pas le cardio. Le vélo et la marche, c'est deux entraînements différents, mais j'avoue que je sors mon vélo tout le temps, mon vélo de montagne. Mais ça fait longtemps que j'ai pas fait une petite rando. On retourne à la rivière avant. Ce qui est bien ici, ce qui est très cool ici en fait, c'est que là-bas dans la vallée, c'est l'été donc c'est très touristique. Ça reste à moyenne échelle, mais ça reste très fréquenté aussi. Cette vallée du sud du lac Okanagan. Et ce que j'adore ici, c'est sur la montagne où je suis. Il y a des spots qui sont sur les applications juste en bas là. Mais il suffit de monter pour trouver plein d'autres spots. Et c'est là où avoir un 4x4 ça aide. C'est qu'il y a des spots un peu plus inaccessibles, un peu moins accessibles. Mais il suffit de passer un petit coin difficile et là, on est vraiment tranquille. Et le problème avec les apps, c'est qu'il y a de plus en plus d'abus. Et c'est incroyable ce spot-là. J'ai commencé à le fréquenter quand on était en début juin. Maintenant, on est début août. Et j'ai vu vraiment comment le problème de la fréquentation
d'un endroit peut engendrer vraiment des conséquences folles. Et d'ailleurs, c'est de ça que je vais vous parler quand j'arrive à Bon Port, quand j'arrive à mon campement. J'ai envie de vous parler d'un truc qui s'est passé. Ça fait déjà une semaine ou deux déjà que j'ai pris ces images-là, mais je savais pas comment en parler. Je savais même pas si je devais vous le montrer, mais je vais vous en parler. Est-ce que vous voyez quelque chose? On est arrivé! C'est ça que j'aime bien dans la vie nomade, quand on a des petites corvées comme ça à faire, ça nous rappelle à quel point il ne faut pas prendre pour acquis les ressources comme l'eau, comme l'électricité et tout. En tout cas, je trouve que c'est une belle leçon. Et parce que de ne pas avoir tout confortablement, c'est ça qui nous tient en vie et qui nous tient en santé. C'est le cas de dire. Ah. Et voilà. Quel plaisir de retourner à la maison. Maison avec vue, en plus. Un 4 litres et 2 4 litres. Regardez l'eau de la rivière comme elle est claire. Alors avec ça, je vais tenir à peu près 4 douches. Ça dépend de combien j'utilise d'eau. Donc 4 douches c'est quoi? C'est presque une semaine. Parfois je prends une douche tous les jours en ce moment avec les canicules qu'il y a. Je dois dire que ça fait du bien de... On a cette eau là, donc pourquoi pas l'utiliser. À la douche. Qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans? Un petit vin de cassis. Je pensais pas que j'aimerais les vins de fruits, mais ici, vu qu'on est dans une région très pleine de fruits, il y a plein de vins de fruits. J'avais dit que je vous parlerais de ce qui s'est passé pas loin d'ici, à un spot où on était avec Marina il y a quelques semaines, et j'ai revu les images et je savais pas comment en parler dans un vlog. Et j'hésitais même à en parler parce que filmer des gens, c'est pas trop mon... ça me dérangeait, mais à la fois, étant donné la situation, je voulais en parler. Parce que c'est incroyable cette année, le nombre d'occurrences, le nombre de campeurs qui détruisent des lieux, qui ne respectent pas des lieux de camping sauvage, où la plupart des vanlifers ou des nomades sont passés depuis des années sans problème. Cette année est particulièrement mauvaise pour eh bien, le camping sauvage, et je ne sais pas vraiment qu'est-ce que ça va être l'avenir des nomades à temps plein comme à temps partiel, parce qu'on partage la même réalité. Mais donc pour concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire qu'il y a eu un groupe de jeunes francophones qui venaient à un spot pas loin d'ici, qui venaient s'installer pour on ne savait pas combien de temps. Et ils étaient bruyants normal, enfin, c'était un soir comme un samedi, donc à ce spot-là, j'étais pas ici, j'étais un peu plus en dessous sur la montagne, donc il y avait plus de monde. Et ils commencent à s'installer, et tout d'un coup, j'en vois un qui part vers la forêt. Et je me dis, oh, il va sûrement faire creuser son trou pour faire ses besoins, comme tout bon campeur. Et en fait, il part et je le vois avec une hache, et je me dis, non, il va pas faire ça, il va sûrement prendre du bois mort. Encore que déjà faire un feu de camp, c'est vraiment pas recommandé. En ce moment, on est dans des canicules. Le mois d'août, c'est le mois des feux de forêt ici. Donc, il faut respecter ça. Donc, normalement, il n'y a pas de feu de camp très, très autorisé. Mais bon, certaines personnes ne peuvent pas passer une soirée sans faire de feu, même s'ils ne cuisinent pas avec. En tout cas, il part et là, je commence à entendre un bruit. Ch'tonk, ch'tonk, ch'tonk. Je regarde par la fenêtre, comme une bonne commère italienne dans un petit village. Et là, je vois qu'il est il a choisi
un arbre qu'il est en train de couper, comme si c'était qu'il avait vraiment une dent contre cet arbre-là, qui est un arbre super jeune de sûrement 2 ou 3 ans, donc vraiment pas bon combustible. Il s'acharne dessus et donc il coupe cet arbre, super haut d'ailleurs, tel un coureur des bois au 18e siècle au Québec, je sais pas. C'était comme un peu surréaliste. Et ensuite, il y a son ami qui vient. Et là, ils ont passé les 20-30 minutes de toute leur soirée à couper des arbres dans cette forêt, sachant que techniquement, c'est illégal de couper des arbres sur les terres de la couronne. Et je trouvais ça complètement surréaliste, encore une fois. Je me suis dit, est-ce qu'on va leur dire quelque chose? Mais à la fois, ils étaient 5. Ils avaient un chien, un gros chien, sûrement en manque d'amour ou je ne sais quoi, donc je ne voulais pas aller les surprendre ou aller leur dire quoi que ce soit. Et à la fois, je n'étais pas nécessairement dans une bonne humeur pour aller discuter de ce problème-là, parce que j'allais y aller sûrement en leur disant qu'ils avaient fait quelque chose de mal, et je sais très bien, l'expérience m'a appris que ce n'est pas en reprochant quelque chose à quelqu'un qu'on va faire changer les choses. Mais à la fois, ne rien dire, est-ce que ça change les choses? Je ne sais pas. Donc je me disais, mais quelles actions on peut avoir contre des gens comme ça, surtout que j'ai l'impression que dans notre génération des gens d'aujourd'hui, quand je parle génération, c'est plus la génération nomade d'aujourd'hui, la plupart des gens sont respectueux des lieux, ont conscience de ça, mais il y a toujours cette minorité qui vient un peu détruire et ruiner notre existence. Et je trouvais ça vraiment malheureux parce que je me disais, ces terres-là, il y a eu assez de drames autour de ces terres-là au cours des derniers centenaires. Je dis on, pas moi, mais on les a volées ces terres à des peuples d'ici. Et aujourd'hui qu'on arrive à un monde un peu plus en paix, soi-disant, je me dis qu'on pourrait aujourd'hui en tant que société mondiale avoir une sorte de respect pour ces lieux qu'il faut aujourd'hui pas nécessairement protéger. On peut en vivre de ces lieux, de ce bois et tout ça, mais quand on n'a pas besoin en plein été de couper des jeunes arbres, quand ce n'est pas vraiment ton métier, parce que ça pourrait être son métier. Au début, je me disais peut-être qu'il sait ce qu'il fait, parce qu'ici, il y a beaucoup d'élagage qui existe pour éviter et limiter les feux de forêt. Mais lui, ce qu'il faisait, en fait, c'était littéralement pour soi de couper tous les petits arbres de la forêt, parce que, eh bien, ça lui tentait. Et moi, je trouvais ça complètement odieux, parce que je me disais, c'est quand on vient pas d'un endroit encore plus, parce que ces gens-là ne venaient pas d'ici, et à la fois les gens qui détruisent les endroits, c'est à la fois des locaux comme des gens de passage, mais c'est comme s'il y a cette vieille mentalité d'homme moderne qui est d'homme de passage, qui va juste détruire parce que le lendemain il ne sera pas là et il s'en fout des résultats, des conséquences qu'il va avoir sur son environnement. Et d'ailleurs le lendemain, je voulais leur laisser le bénéfice du doute. Je me disais, ok, ils vont peut-être couper des arbres, mais justement peut-être c'est des vrais hommes des bois. Et ils ont fait une rave jusqu'à 3 heures du matin. Là aussi, personne n'a rien dit. Il y avait d'autres campeurs, mais bon, parfois, tout le monde se tait parce qu'on espère que les gens vont réaliser par eux-mêmes et arrêter par eux-mêmes. Je sais pas, peut-être qu'on a trop d'espoir, parfois, en le genre humain. Mais le lendemain, je suis retourné à ce spot et je voulais leur laisser le bénéfice du doute, mais j'ai été malmené par ce bénéfice du doute que je leur donnais parce que c'était l'hécatombe. Je vais vous montrer les images. Ils ont laissé un siège de leur van qui était brisé. Ils l'ont laissé comme un dépotoir. Il y avait des déchets humains qui auraient pu très bien aller dans la forêt à côté pour creuser un trou et faire leurs besoins. C'est très facile de faire ça. Mais non, il fallait qu'ils les fassent, qu'ils ont fait dans des sacs plastiques qu'ils ont mis dans leur feu de camp. Il y avait plein de bouteilles en plastique, des bouteilles de bière de partout éparpillées autour du campement. Et aussi, ce qui était drôle, c'est qu'ils ont laissé un contrat de travail de cueilleur de cerises. J'ai fait un podcast sur le sujet si ça vous intéresse. Mais ils avaient laissé leur contrat de travail avec leur nom dessus. Et à la fois, moi, je me dis, mais dans ces cas-là, j'aimerais dénoncer parce que je pense que c'est moralement acceptable. Mais à qui? Parce qu'ici, le ministère des Forêts, les foresteries et tout ça, ils n'ont pas que ça à faire que de poursuivre un petit campeur qui va faire une petite exaction à l'échelle humaine. Il y a des choses beaucoup plus graves qui existent. Donc ça revient à qui de faire la loi ou de sensibiliser? Parce que j'ai l'impression que moi, tout ce que je fais, c'est en parler. Je pense que la plupart des nomades, tout ce qu'ils font, c'est juste parler de ça et prendre des photos, des
endroits. Mais finalement, les gens qui regardent les photos, les gens qui regardent moi ce que je parle, vous êtes tous, j'imaginerais, tout le monde partage un certain respect des endroits et à la fois partage cette exaspération. Donc je ne sais pas vraiment quoi faire. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un podcast spécial sur les 53 bonnes pratiques du camping sauvage ou du boondocking en van avec mon ami Jerry. Donc je l'ai mis en podcast. Vous pouvez le retrouver sur ma plateforme de podcast. Et pour ceux qui se demanderaient peut-être si il y a des choses qu'ils pourraient faire et qu'ils font mal. Bien sûr, on ne sera jamais parfait. C'est sûr qu'on a tous un impact sur les lieux. Moi, j'arrive avec mon 4x4, je me mets ici, mais je ne bouge plus. Le but là-dedans, c'est d'avoir un impact minimum. Il y a une sorte de symbiose à essayer d'avoir, même si on ne peut pas être parfait. Mais quand je vois les actions de certains où c'est vraiment à l'extrême de l'abus, dans le sens où c'est vraiment prendre sans aucune considération pour les endroits, mais ça me désespère. Et je sais pas pourquoi, mais je sais pas vraiment qu'est-ce qu'il faudrait faire. Prendre leur plaque d'immatriculation, prendre leur nom, mais aller leur parler, je ne sais pas, mais pour des adultes, je vois pas comment ça peut changer. Parce que tout ça, ça vient par l'éducation, par la prise de conscience, par se sentir concerné par un problème. Et le problème, c'est que dans ces endroits, parfois ça paraît trop encore vierge et donc on a l'impression qu'on peut détruire tout parce que ça nous est dû et c'est un des gros problèmes de notre humanité. Donc voilà la petite histoire. Je voulais vous en parler parce que je savais pas vraiment qu'est-ce que j'en pensais de ça quand c'est arrivé. Ça m'a mis vraiment dans une mauvaise humeur et ça me touche beaucoup parce que, bien, je sais pas, je pense qu'il y a plein d'actions qu'on fait ou de pensées qu'on a qu'au fur et à mesure des années, avec tous les mouvements sociaux et écologiques, environnementaux, on voit que les choses changent au fur et à mesure et qu'on peut toujours faire un pas vers être plus en phase avec d'autres humains, avec la Terre, etc., etc. Mais quand je vois des gens qui sont si en retard sur toutes les choses qui aujourd'hui devraient être prises pour acquis en termes de respect des lieux, ben je ne sais vraiment pas par où on va commencer et surtout, encore une fois, je ne sais pas où est-ce que ça va aller tout ça, parce que tous ces endroits-là, je les vois tous très bien être interdits plus tard et il y a des raisons. Je comprends pourquoi on interdit ces endroits-là et à la fois je comprends pourquoi on met tous les nomades dans le même panier, parce qu'il suffit d'une personne pour ruiner la réputation de toute une communauté qui n'en est pas vraiment une. Moi, je me sens pas vraiment membre d'une communauté parce que je vis ma vie nomade et il y a d'autres personnes qui vivent leur vie nomade et on a tous des aspirations différentes ou des raisons différentes, mais à la fois on fait partie d'un même groupe. Et c'est assez fou parce que je sais pas, encore une fois, je ne sais pas où est-ce qu'on va s'en aller avec ça, si le mode de vie nomade est en péril ou s'il y a des actions qu'on peut faire, créer une sorte de groupe de campeurs ou de bons campeurs, la carte du bon campeur on pourrait créer, je sais pas. En tout cas, voilà l'histoire. Moi, je vais me faire un petit truc à cuisiner. Ici, ce qui est très très cool, c'est que dans la vallée, il fait à peu près 35 degrés et ici, il fait jamais plus de 30, il fait toujours 28 maximum pendant la journée et après ça descend autour de 20-22 degrés en soirée, donc c'est vraiment parfait parce que depuis 3 jours que je suis là, j'ai pas vécu une seule forte chaleur alors que les 3 jours d'avant, depuis que je suis revenu de Vancouver où j'ai laissé Marina parce qu'elle a pris son avion pour retourner en Italie, je me disais que la petite idée ce serait de rester au même endroit mais de monter en altitude. Donc j'ai monté, là on est à peu près à quoi, 1200 mètres d'altitude peut-être, non même pas, 1100 mètres d'altitude, alors qu'en dessous c'est très très chaud. Et moi là les nuits là, on respire tellement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a pas semblé trop longue. Je voulais vous montrer aussi cette réalité d'aller chercher de l'eau à la rivière, comme la Clairefontaine, parce que ça fait partie un peu des choses qu'on peut intégrer à son quotidien, parce que même si on vit sur une terre, d'avoir accès à l'eau, c'est très important. Et à la fois, de ne pas tout prendre l'eau. Moi, j'ai pris 8 litres d'eau, je pense que c'est pas non plus la mer à boire. J'ai pas détruit la rivière en prenant mes litres d'eau. Et même si 100 personnes prenaient 800 litres d'eau, il y aurait encore beaucoup d'eau, parce qu'il y a des choses comme ça que si on le fait avec modération, ça peut fonctionner pour tout le monde. Mais si tout le monde coupe la forêt, ça,
il reste plus de forêt. En tout cas, je vous dis bonne soirée et bonne santé et à la prochaine vidéo, au prochain podcast plutôt. Ciao.